Bien, bonjour et bienvenue à tous. Je suis très heureuse d'accueillir aujourd'hui Bernard Manin pour la première séance de notre séminaire qui va donc prolonger le cours de cette année sur connaissance, vérité et démocratie, et dont vous trouverez le programme sur la page web de la chaire, mais dont je vous donne rapidement la liste des intervenants et des thèmes. Donc la semaine prochaine, 8 mars, nous écouterons Charles Girard sur Vérité et égalité, le paradoxe démocratique. Le 15 mars, Jon Elster sur la vérité en politique. Le 22 mars, Juliette Roussin viendra présenter le procéduralisme épistémique de David Estlund, une critique interne. Donc exceptionnellement un lundi, donc le lundi 27 mars, mais aux mêmes heures, donc vous voyez 16h30, 18h30, j'interviendrai moi-même pour vous présenter quelques réflexions sur la manière dont je conçois les liens entre pragmatisme, vérité et démocratie. Enfin, le 29 mars, nous écouterons Pierre Vallon sur la démocratie au risque de la démagogie, histoire et actualité d'un problème. Comme je vous le disais, je suis vraiment très heureuse que Bernard Manin, directeur de recherche au CNRS, directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales et professeur à New York University, nous fasse l'honneur de sa présence pour inaugurer ces séances. Cela fait longtemps que je lis et admire ses travaux, et j'attendais avec impatience qu'il vienne nous éclairer sur des questions qui vont nous tenir à cœur tout au long du séminaire. Il est l'un de ceux qui ont le plus fait pour nous faire mesurer l'importance de la réflexion qu'il nous faut inlassablement mener sur les théories démocratiques et constitutionnelles. Je pense à ses travaux sur le débat constitutionnel américain de 1787, mais aussi sur l'histoire de la pensée politique, ses nombreux articles sur Montesquieu, Rousseau, sur le libéralisme, et plus généralement sur toutes les questions qui ont trait à la démocratie comme espace de représentation et de délibération. Nous connaissons tous ces deux livres en collaboration avec Bergogneau, La social-démocratie ou le compromis, 1979, puis Le régime social-démocrate, 1989, et nous avons tous lu ce livre de référence, traduit en anglais, en italien et en espagnol, et peut-être encore dans d'autres langues, qui est les principes du gouvernement représentatif. Bernard Manin a aussi co-dirigé un ouvrage paru au Cambridge University Press, Democracy, Accountability and Representation. Il est très attaché à la mise en place des conditions de possibilité d'une démocratie délibérative, et en particulier, je crois, mais il va nous en dire plus, à la nécessité de développer une approche de la délibération, en particulier, qui se distingue de la simple discussion ou du simple débat. Je pense que certaines de ces positions ne manqueront pas d'apparaître donc dans l'exposé qu'il a choisi de faire aujourd'hui. Et sans plus attendre donc, et en le remerciant encore vivement, je lui laisse à présent la parole pour nous instruire sur ce qui, à ses yeux, constitue la valeur épistémique de la démocratie. Merci, Madame le professeur. Je ne sais pas si vous faites dire Madame le professeur ou la professeure. C'est ce que j'avais pensé. Comme à l'académie. Mais voilà. Eh bien, je vous remercie. Je vous remercie de m'avoir invité. Je vous remercie aussi de cette présentation très développée et très gentille. Je voudrais vous présenter aujourd'hui quelques réflexions sur la capacité de la démocratie ou des démocraties à engendrer de bonnes décisions. C'est là
la proposition centrale de tout un courant de théorie démocratique qui se développe aujourd'hui, qu'on appelle, peut-être de manière un peu exagérée, des théories épistémiques de la démocratie. L'idée que les démocraties se caractérisent par leur capacité à prendre de bonnes décisions est a priori contre-intuitive. Pourtant, je lui trouve, pour des raisons que je présenterai, un certain attrait, et même un attrait important. Mais ma contribution, ou en tout cas ce que je voudrais vous présenter, ne porte pas exactement là-dessus, enfin en tout cas sera la conséquence de cela, même si l'on accepte que les démocraties ont une capacité ou peut-être une propension à prendre de bonnes décisions plutôt que de mauvaises, il reste encore à déterminer quels sont les processus ou quelles sont les procédures ou les institutions qui sont les plus utiles ou les plus productives eu égard à cette vertu épistémique. D'où le titre que j'avais donné, à quoi tient, même si l'on accepte cette idée, qu'encore une fois, pour des raisons sur lesquelles je vais revenir, je trouve attractive, si l'on accepte cette idée, il faut encore identifier ces procédures. Et, ce sera là la démarche de mon exposé, et je ne suis pas satisfait, ou je trouve qu'il y a des raisons de critiquer les différentes conceptions des mécanismes ou des traits procéduraux des démocraties qui engendrent cette capacité à prendre de bonnes décisions. Et dans un premier temps, je ferai quelques remarques justement à la fois sur le problème et sur l'attrait de la solution. Il paraît difficile, même très difficile, de justifier la démocratie ou la démocratie sans se préoccuper de la qualité des décisions qu'elle engendre. Supposons qu'il y ait en gros un accord parmi les historiens et les spécialistes de l'analyse comparative des régimes politiques pour considérer que les démocraties sont, je vais prendre 3 exemples, sont des régimes structurellement instables qui s'effondrent rapidement et laissent la place à des autocraties. Ou encore que les démocraties appauvrissent systématiquement leurs citoyens, soit que le PIB par habitant dans ces régimes soit structurellement inférieur à ce qu'il est dans d'autres régimes, soit que quand on observe une transition d'un régime à l'autre, on voit le PIB baisser, le PIB par habitant baisser. Ou enfin, supposons qu'il y ait aussi ce même consensus pour considérer que les démocraties violent, ou en tout cas, tendent à violer les droits des minorités, soit des minorités politiques, soit des minorités ethniques ou religieuses. Et je parle là d'un consensus, pas d'un consensus dogmatique, mais un consensus comme il s'en établit dans les sciences, en sciences sociales. Les démocraties sont un objet de sciences comparatives et il pourrait se faire qu'il y ait un accord sur l'une ou l'autre de ces propriétés. Il serait très difficile de soutenir, c'est là l'argument, que les mauvais résultats des démocraties n'affectent pas l'évaluation que nous pouvons faire de ce régime. Il faut présumer que les différents objets dont je parlais ou les différentes performances dont je parlais résultent des actions ou des décisions collectives qui ont été prises dans ces régimes. Ce n'est pas simplement un phénomène de hasard. Donc, il est très difficile de soutenir que des mauvaises performances selon le modèle que je donnais, n'affecterait pas la justification de la démocratie. Et cela, même si la démocratie apparaît ou apparaissait justifiée ou désirable eu égard à d'autres critères, comme par exemple le fait qu'elle donne à chaque citoyen une voix égale dans la détermination des décisions auxquelles ils sont tous soumis. On pourrait avoir une justification ou justifier et fonder la démocratie de cette manière, et si les résultats que j'esquissais tout à l'heure étaient vrais, enfin si on trouvait en effet ce consensus des analystes et des historiens, on ne pourrait pas, me semble-t-il, négliger les mauvaises performances décisionnelles ou les mauvaises performances selon les critères que je viens de donner au motif que le régime est justifié par cette autre qualité, le fait de donner une égale influence à chaque citoyen dans la détermination des décisions auxquelles il est soumis. Donc, on pourrait dire d'ailleurs aussi dans cette littérature, on utilise parfois l'argument pour montrer que
la démocratie ne peut pas être indifférente à la qualité des décisions qui sont prises en son sein, que les démocraties ne prennent pas leurs décisions en tirant à pile ou face. Il y a tous des raisonnements assez longs sur lesquels je n'entrerai pas là-dessus. Mais de notre côté, il est indéniable que la démocratie s'oppose au gouvernement des compétents. Bon, c'est un très vieux problème, tout ceci ne date pas d'aujourd'hui, et peut-être je me dispenserai de revenir sur Platon ici. Bon, d'ailleurs, nous ne faisons pas de l'histoire de la philosophie. Il y a donc une classe de théorie de la démocratie ou d'arguments en faveur de la démocratie qui affrontent ce problème de la qualité des décisions et répondent que, quoique la démocratie ne donne voix aux incompétents, elle n'engendre pas systématiquement de mauvaises décisions, voire qu'elle produise des décisions de qualité équivalente au gouvernement des experts, ou même encore qu'elle produise de meilleures décisions que le gouvernement des experts. Ces théories sont dites des théories épistémiques de la démocratie ou des arguments épistémiques en faveur de la démocratie. C'est donc de ce sujet dont je voudrais parler, vous proposer quelques raisons de mon cru, si j'ose dire, pourquoi les performances épistémiques des démocraties ne sont pas mauvaises. Car c'est là qu'il pourrait y avoir des désaccords. Deuxième étape de mon raisonnement, je l'annonçais au départ, je trouve cette idée, en dépit de son côté apparemment provoquant et contre-intuitif, très attractive. Et pour dire d'emblée l'argument, il me paraît difficile de nier qu'il y a de bonnes et de mauvaises politiques, ou de bonnes et de mauvaises décisions, ou plus exactement, des décisions collectives de qualité différente. Ce serait très coûteux du point de vue théorique, de ne pas reconnaître que les décisions peuvent être de qualité différente, comme dans les cas que je notais tout à l'heure. Cela n'implique pas que toutes les décisions soient susceptibles de cette évaluation et de cette évaluation. Mais il y a, semble-t-il, en tout cas ce serait difficile de nier, qu'un certain nombre de ces décisions obéissent à ce choix. Et c'est cela que je trouve attractif dans les théories épistémiques de la démocratie. Mais avançons d'un pas. Le point crucial de ces théories, c'est que, ou en tout cas de ces arguments, c'est que la bonté ou la qualité des décisions que l'on évalue ou sur lesquelles on raisonne est indépendante de ce qu'en pensent ceux qui les prennent. C'est ça le point tranchant de ces théories, c'est l'indépendance de la qualité et de l'évaluation des décisions. De sorte que les agents qui prennent ces décisions peuvent se trouver en désaccord sur les décisions, ils peuvent même penser qu'il n'y a pas exactement de hiérarchie, mais la question est de savoir si, objectivement, pourrait-on dire, on peut déterminer ces bonnes ou ces moins bonnes décisions. Et c'est l'indépendance du critère qui fait l'affirmation centrale de ces théories. On prend souvent d'ailleurs l'analogie pour illustrer l'analogie du jury criminel. Supposons que des jurés aient à décider de la culpabilité d'un accusé. Supposons qu'ils ne s'accordent pas entre eux. Certains le jugent coupable et considèrent donc que la décision de le déclarer coupable est la bonne. D'autres le jugent innocent et considèrent que la décision de la déclarer coupable serait une mauvaise décision. Mais quoi que les jurés soient en désaccord lorsqu'ils prennent la décision, il reste que l'accusé est ou n'est pas coupable. Il y a un fact of the matter à propos de sa culpabilité. Bon, et ceci est indépendant de ce que pensent les agents qui prennent cette décision, en l'espèce les membres du jury. C'est ça, donc, le point. Alors, peut-être dernier argument. Et les théories épistémiques affirment qu'il y a que les démocraties ou la démocratie est capable de prendre de meilleures décisions, en tout cas des décisions de bonne qualité, lorsqu'il y a un tel critère indépendant.
Je reviens à l'exemple duquel j'étais parti. Ce qui me paraît attractif dans cette idée, c'est que si nous concédons qu'il y ait, ou si nous reconnaissons, comme je le suggérais, qu'il y a objectivement des décisions de bonne et de moins bonne qualité, alors nous accordons le principe de l'indépendance du critère d'évaluation. Ça ne signifie pas que nous posions qu'en politique ou dans le fonctionnement des décisions collectives, toutes les décisions aient ce caractère. Peut-être certaines ne sont pas susceptibles de répondre à un critère indépendant de ce que pensent les agents. Mais qu'il y ait des décisions, des domaines de cette nature, paraît très difficilement, ce serait très coûteux de nier cela. En outre, le fait que les démocraties prennent de bonnes ou de mauvaises décisions j'ai perdu mon fil. Oui, s'il est possible d'avoir une évaluation, celle dont je parlais tout à l'heure, je prenais les historiens, les spécialistes d'analyse comparative des systèmes politiques. On pourrait dire l'accord sur la qualité des décisions, l'accord des compétences sur la qualité des décisions se manifeste essentiellement ex post. Ex ante, les gens qui prennent les décisions ne sont pas d'accord, mais ex post, on pourrait dire à la fois ex post et de manière indépendante, n'étant plus pris dans les décisions, ces gens, les experts qui les observent, évaluent ces démocraties. Mais ici, je pense que l'argument qu'on peut faire valoir, c'est que si tel est le cas, et je vous proposais d'accepter que ce soit le cas, si tel est le cas, alors nous sommes dans une situation analogue à celle du jury. Il y a un critère indépendant ici, il ne sera atteint que dans le futur, il ne sera atteint que par des gens externes, mais il y a un critère indépendant des opinions de ceux qui prennent la décision, de ce qu'est une bonne décision. Et donc, on revient, c'était ça le point, on revient en fait, et je crois que l'attrait des théories épistémiques réside essentiellement dans cette affirmation qu'il me paraît très difficile de refuser ou de ne pas concéder. Et de toute façon, donc, je disais, si les agents sont en désaccord ex ante sur ce qui est la bonne décision, mais qu'il y a ex post un consensus des observateurs externes sur ce qui était la bonne décision, on est dans une situation analogue à celle du jury. Et la question se pose de savoir quelle est la performance de la démocratie pour la sélection de cette bonne décision indépendamment définie. Le deuxième point, dans ce second point sur lequel je voudrais insister, c'est que la manière la plus persuasive de raisonner à ce propos me paraît être celle de procéduralisme épistémique. J'entendais dans la présentation de vos séances ultérieures que quelqu'un fera un exposé sur cette notion avancée par David Estlund, lequel est mentionné dans mon petit handout. Bon, je ferai un commentaire sur le handout après, quand j'aurai fini l'argument. La notion de procéduralisme épistémique revient à ne pas affirmer que les démocraties ou qu'une procédure donnée, mais ce serait valable pour celle du jury, on peut reprendre l'exemple du jury. L'idée que le jugement par juré, en fait on pourrait beaucoup contester cette idée, mais enfin il faut accepter un certain niveau d'idéalisation et d'abstraction. Supposons, comme on l'a longtemps cru, que le jugement par juré soit particulièrement apte à acquitter les innocents et à condamner les coupables par rapport à d'autres formes de jugement judiciaire. Dans la pratique, les choses ne sont peut-être pas exactement ça, mais supposons pour les besoins du raisonnement que ce soit le cas comme on l'a cru ou affirmé pendant très très longtemps. À ce moment-là, on n'affirme pas que dans un cas donné, la correction d'une décision particulière est assurée.
la procédure peut avoir des vertus épistémiques, c'est-à-dire tendre en moyenne, en général, avec des exceptions, mais en moyenne et en général, à prendre la bonne décision, toujours en restant sous notre critère, enfin le caveat, enfin l'affirmation précédente, c'est-à-dire il y a un critère indépendant de ce qui constitue la bonne décision, on pourrait considérer, et j'adopterai ce point de vue, que la question est de savoir si une procédure sur la longue durée, sur un ensemble de cas, a ou n'a pas de capacité ou de vertu épistémique. Estlund propose cette notion dans son cadre qui est celui d'une théorie de l'autorité. Il indique que, justement, l'autorité d'une décision tient au fait que, non pas qu'elle est juste ou correcte en elle-même, mais au fait qu'elle a été produite par une procédure qui, en gros, en général et sur le long terme, a une propension à favoriser les bonnes décisions et à ne pas prendre les mauvaises. Donc c'est ça, on déplace l'évaluation depuis la décision particulière jusqu'à la procédure, et la procédure devient elle-même un objet de comparaison et d'évaluation. Alors, oui, j'avais annoncé après ce point un commentaire sur mon petit handout. On m'a fait observer qu'il était tout à fait hétérodoxe, au sens où il n'est pas rangé par ordre alphabétique. Il y a ensuite des livres et une citation. Bon, mais ceci répondait à une idée de substance ou de contenu. C'est-à-dire que dans les premières 5 notions sont des références bibliographiques sur ces conceptions épistémiques. Donc, voilà, je ne les relis pas, mais vous les trouvez là. Je recommande simplement, vous voyez que l'ouvrage de David Estlund est ici mentionné, voilà, et je me permets de signaler que l'article ou la contribution d'Hélène Landemort dans le volume qu'elle a co-dirigé avec Jan Elster est un très bon résumé ou une très bonne présentation, pas de toutes les procédures, pas de toutes les conceptions épistémiques, mais d'un bon nombre, et je reviendrai sur cela un peu plus tard. Et quant à l'article d'Elizabeth Anderson, l'article de Cohen est plutôt un des articles fondateurs de cette conception épistémique de la démocratie, c'est-à-dire de la conception selon laquelle la démocratie est justifiée pour partie parce qu'elle tend à prendre la bonne décision, la décision conforme à un critère de rectitude indépendant. Il est certainement un des premiers à avoir mis en avant cette notion. Voilà. Bon, je reviendrai sur les parties suivantes de... Si vous permettez, justement, il y a une traduction française désormais du livre de Estlund, oui, je ne savais pas. L'autorité démocratique. Et je crois que le texte d'Hélène Landemort se trouve aussi dans le recueil publié en français, une partie c'était un des textes du colloque organisé par Elie Elster, il me semble. Enfin bon, je revérifierai je vous donnerai les textes qui sont accessibles en français. Hein, voilà. Ah oui, d'accord. Oui, je ne me suis pas je me suis pas occupé de ce point, mais c'est bon. Oui, mais je le dis pour les mais oui, bien sûr. Non, mais bien entendu. D'ailleurs, des questions de bon. Donc, une fois. Alors, c'était un second ensemble de réflexions. Un troisième moment, justement une présentation relativement brève et synthétique des variétés des arguments épistémiques. Il y en a, on peut se livrer à une sorte de tableau. Je ne prétends pas d'ailleurs que le tableau que je vais vous livrer soit exhaustif. En particulier, il laisse de côté Dewey pour des raisons, je ne vais pas... Bon, alors, quand même, pour formuler exactement la pensée, dans son article, par ailleurs très utile, et sur lequel je reviendrai, Elizabeth Anderson, dans The Epistemology of Democracy, Elizabeth Anderson compare les 3 versions de l'argument épistémique, le théorème du jury, le miracle de l'agrégation et les théories de Dewey. Et je suis moins convaincu par la manière dont elle présente Dewey, donc je l'ai laissé tomber, mais en tout cas, il reste qu'il y a d'abord
si j'ose dire, des références canoniques de l'argument épistémique. La référence canonique entre toutes les canoniques, c'est le passage de la politique d'Aristote que j'ai extrait ici. Je ne le lis pas, j'imagine que c'est quelque chose qui est connu, mais c'est un argument. Oh, peut-être est-ce qu'il faut le lire, vous croyez? Au fond, je ne sais pas quel est l'usage. Je ne sais pas quel est l'usage dans cette. Vous faites comme vous le voulez. Mais ben, je pensais non, mais je pensais l'avoir mis là pour non. Mais je n'ai pas de préférence marquée non plus. Alors, ça dépend un peu de l'utilité. En tout cas, vous voyez, voilà peut-être simplement une partie. Voilà pourquoi la multitude est meilleur juge des œuvres de la musique et de celles des poètes. Les uns apprécient une partie, les autres une autre, et tous apprécient le tout. Bon, donc c'est un argument qui a été beaucoup médité, beaucoup contesté aussi, et a beaucoup intrigué. C'est une affirmation, évidemment, d'un très grand intérêt, qui est très contre-intuitive, puisque on a l'idée que tous les citoyens, si incompétents soient-ils, lorsqu'ils se mettent ensemble, peuvent dépasser en capacité épistémique, c'est-à-dire dans leur capacité à prendre de bonnes décisions, les experts ou des gens compétents. Et le mécanisme. Alors, ce qui ne nous intéresse, ce n'est pas le fait que ce soit d'Aristote ou pas, il y a toujours une sorte de beauté à cela, mais on peut la laisser de côté pour l'instant, c'est qu'il y a un mécanisme ici. Et le mécanisme, comme vous voyez, c'est celui de l'agrégation des informations dispersées. C'est ça qui explique la capacité épistémique de la foule ou de la multitude, c'est que chacun, en fonction de sa situation, peut-être de son tempérament, peut-être de son cadre d'interprétation, va apercevoir un aspect particulier de la chose à évaluer, et du coup, le fait d'agréger ces différentes perspectives va donner un résultat supérieur à ce qu'était la capacité de chacun. Alors, on pourrait observer beaucoup de choses sur ce mécanisme. La première chose qui est tout de même importante, c'est que la délibération est notablement absente. C'est-à-dire qu'il s'agit d'un mécanisme agrégatif et non pas un mécanisme dans lequel les différents points de vue se confrontent les uns aux autres. Donc c'est une vision. C'est certainement, enfin on peut douter, la question n'est pas une question d'exégèse, on peut considérer, comme le fait Waldron dans l'article que j'indiquais ici, The Wisdom of the Multitude, qu'en fait Aristote implique qu'il y a de la délibération dans cette mise en commun des informations privées. Mais, même en laissant de côté la question exégétique, il y a d'abord une question fondamentale. Est-ce que c'est la simple agrégation qui produit cette vertu épistémique, ou est-ce que c'est la confrontation il semble qu'une position, en tout cas, soit que c'est simplement l'agrégation. Nous allons voir que c'est aussi la logique sous-jacente au théorème du jury. Mais c'est donc une question, et un peu plus tard, je prendrai fermement parti pour la version délibérative opposée à la version agrégative. Ce n'est pas le fait que le savoir est dispersé à l'intérieur de la multitude qui rend la performance de la multitude égale ou peut-être supérieure à celle des experts, c'est le fait que les membres de la multitude discutent et confondent leurs perspectives les uns avec les autres. Donc, il faudrait d'ailleurs observer aussi que cet argument, en délaissant complètement Aristote, cet argument est vulnérable à une objection qui est que si l'information est dispersée au sein de la société, parmi les agents dans la multitude, ces agents de la multitude, sauf si on l'interdit expressément, vont communiquer entre eux. Et donc, il n'y a pas de garantie que l'agrégation de l'information ne soit pas empêchée ou entravée par l'influence que les uns exercent sur certains, par l'influence du conformisme encore,
Rien ne garantit, à supposer même que l'information soit dispersée, rien ne garantit que cette information dispersée sera effectivement mise en commun. Il y a même des travaux qui montrent, c'est des travaux encore paradoxaux et qui vont contre la thèse que je voudrais défendre, mais en tout cas, qui montrent que lors des discussions, les participants à des discussions tendent plutôt à parler, à échanger des points de vue sur l'information qu'ils ont en commun. Et donc, bon, évidemment, ça, c'est des travaux de laboratoire. Mais enfin, c'est des travaux de laboratoire qui sont pas mal étayés. Évidemment, c'est très dévastateur pour la théorie de l'agrégation des informations privées. Si on veut avoir des informations privées indépendantes les unes des autres et non soumises à l'influence, au phénomène de déférence, au phénomène de conformisme, bon, il peut y avoir toutes sortes, pas toutes sortes, mais un certain nombre de mécanismes psychologiques qui expliquent la corrélation entre les points de vue, même si les informations sont dispersées. Si on veut avoir cette indépendance, il faut prendre des précautions spéciales pour garantir l'indépendance, parce que ça ne va pas de soi. Et donc, tout ceci fait que cette version purement agrégative, pour revenir à l'argument, la version purement agrégative de la capacité épistémique de la démocratie n'est pas très satisfaisant, en tout cas sans autre précision et sans mention d'un autre mécanisme. Deuxièmement, le deuxième exemple, le deuxième cas canonique, c'est le théorème du jury de Condorcet. Alors, je n'ai pas ici, j'ai indiqué une référence, pour ça, justement, j'ai pensé aux Français, le petit livre de Jean-François Lallier, qui est un économiste, en fait, qui n'est pas très récent, enfin de 2004, comporte une bonne présentation en langage clair de théorème du jury. Parce que dans l'ouvrage où il est extrait sur les élections, la formulation est très compliquée, on ne sait pas exactement où c'est. Donc, si on veut rassembler la chose elle-même en laissant de côté l'aspect d'histoire des idées, c'est utile d'avoir un travail de ce type. C'est pourquoi je l'ai indiqué ici. Cela dit, ça ne change rien à la substance de ce qu'affirme le théorème du jury. J'imagine que le fait est connu, mais je ne veux pas être terroriste non plus. Donc voilà, on suppose que des agents ont une probabilité à peine supérieure, en tout cas supérieure à 1,5, de trouver la bonne réponse. Bon, il s'agit d'un jury, donc on est dans le cadre d'un état de fait indépendant et d'une bonne décision indépendante. Alors supposons donc, il y a 3 conditions. Si chaque agent a une probabilité supérieure à la moyenne, à 1,5, de découvrir la bonne solution. Si d'autre part, les avis des jurés ou les opinions sont strictement indépendantes les unes des autres, et donc l'influence d'un juré sur l'autre est exclue très rigoureusement dans le théorème du jury. Et si enfin les jurés votent de manière sincère, c'est-à-dire ils votent selon ce qu'ils pensent, et non pas de manière stratégique en vue de produire un résultat compte tenu des verdicts des autres. Donc il faut que les décisions soient indépendantes dans ce sens-là. Alors, si ces conditions valent ou tiennent, un jury décidant à la majorité aura une tendance à produire la décision correcte qui s'élève très rapidement, qui converge autour de quelques centaines de personnes. La décision, est-ce que je l'ai dit, je pense, la décision est prise à la majorité. C'est la règle de majorité, c'est-à-dire la règle de majorité absolue. Alors il y a eu toutes sortes, c'est une immense littérature. Le théorème du jury, d'ailleurs plus anglo-américaine que française. Je crois que c'est un fait un peu remarquable et étonnant que le théorème du jury ait attiré aussi peu l'intérêt des Français, alors que l'intérêt des Américains est absolument considérable. Donc il y a toutes sortes d'extensions de ce théorème du jury. D'abord, je vais en mentionner une, et pour le reste, ça entrera dans les objections. Une extension intéressante, c'est qu'on l'a étendue à des majorités, à des procédures de majorité relative. La sélection, voilà, ça c'est un travail. On peut étendre
le résultat de ce théorème, je pense que je ne l'ai pas noté, c'est Godin et Christian List, qui ont fait cette extension. Et bon, on pourrait peut-être y revenir dans le détail, mais ce qui nous importe ici plutôt, parce que je ne veux pas parler du théorème du jury, ce serait comment dire, un peu un exercice scolaire. Alors, les problèmes du théorème du jury. Ah oui, alors, je disais une autre extension. On a essayé de surmonter les problèmes posés par cette notion d'indépendance. Et on dit, dans la polémique ou le débat qui a eu lieu dans l'American Political Science Review en 1989, dont j'indique ici, oui, ça n'est pas tout récent, dont j'indique ici le point de départ. Laissons de côté Rousseau, hein, c'est une interprétation condorcétienne de Rousseau, mais ce n'est pas Rousseau qui nous intéresse ici, c'est Condorcet ou le théorème du jury. Donc, l'extension concerne les phénomènes d'indépendance. C'est, je pense, Jeremy Waldron qui fait valoir que l'indépendance désigne simplement une situation dans laquelle aucun des agents n'adopte la position d'un autre simplement parce qu'elle est le fait de cet autre. Si en revanche le premier agent, l'agent A, est persuadé par B, c'est-à-dire s'il reconnaît la vérité de l'avis que présente B sur la culpabilité ou l'innocence de l'accusé, mais si l'agent A est persuadé par la position de B, alors ça ne compte pas comme une violation de l'indépendance, puisqu'en fait, l'argument est ingénieux et valide, puisqu'en fait, c'est devenu son argument à lui, simplement il n'y avait pas pensé d'abord, quelque chose lui est révélé, et ça devient ensuite son point de vue. Et donc il n'y a pas violation de l'indépendance. C'est ingénieux, seulement un ennui de cet argument, c'est qu'il est souvent assez compliqué de démêler dans les phénomènes d'influence ce qui relève de l'argument d'autorité de ce qui relève de la persuasion. Un juré dans cette situation, peut adopter la position que lui suggère un autre juré simplement parce que le premier agent pense que le second agent a de l'autorité, mais cette autorité peut être fondée sur une appréciation de sa capacité à prendre les bonnes décisions dans le passé. Et donc, faire tout reposer sur cette distinction entre l'argument d'autorité qui serait exclu, justement, qui serait celui qui est prohibé par la notion d'indépendance, et de notre côté la persuasion, est ténue et problématique pour la raison que je viens de dire. Par ailleurs, cela a évidemment été très noté, mais ça mérite tout de même une mention, la condition d'une probabilité de 50% de trouver la bonne solution est très vulnérable, évidemment. D'abord, premièrement, parce que si la probabilité de chaque individu de trouver la vérité est simplement légèrement inférieure à 50%, le théorème tourne en sens inverse. Et c'est-à-dire à partir la valeur converge vers la fausse solution très rapidement avec la même puissance et la même efficacité. D'une part, bon, ça, mais donc beaucoup dépend de cette condition. Mais de manière plus importante peut-être pour l'aspect épistémique, on peut dire que c'est supposons une collectivité, ou même d'ailleurs un jury, ça va très bien, supposons un jury dans lequel un préjugé raciste, ou en tout cas un préjugé raciste est répandu, c'est tout à fait, et supposons que l'accusé soit d'une race qui est précisément objet de la stigmatisation, c'est évidemment tout à fait déraisonnable de penser que la probabilité de chacun est de trouver la bonne solution est égale à 50%. Et donc, c'est très vulnérable, cette condition est très vulnérable à l'existence de biais parmi les agents.
Si ceux-ci sont structurellement biaisés, même si dans une sorte de version un peu simplée, peut-être un peu rhétorique, qui n'a pas échappé à Condorcet, ça paraît 50%, ça paraît à peine mieux que le hasard, ça paraît à peine mieux que pile ou face, on peut dire « Ah, c'est pas une condition exigeante ». Non, c'est une condition très exigeante, en dépit de cet aspect superficiel. Donc voilà, et il y a bien des raisons de ne pas penser. On pourrait ajouter, j'y reviendrai parce que c'est une faiblesse d'autres arguments épistémiques, mais ici, je suis l'argument d'Elizabeth Anderson, qui me paraît tout à fait persuasif et très bon. Cette conception épistémique, la conception du théorème du jury, est statique. Elle ne fait intervenir aucun élément dynamique. Et je reviendrai dans ce que je vous proposerai comme des éléments d'une autre conception sur l'aspect dynamique. Mais par aspect dynamique, ce que j'entends, c'est le fait que les décisions sont réitérées et soumises à révision. Là, dans le cas le théorème du jury, la décision, c'est peut-être le cas des jurys, mais la décision est prise une fois pour toutes et c'est terminé. On s'interroge sur sa qualité une fois qu'elle a été prise. C'est en ce sens que c'est statique. On peut avoir, et j'y reviendrai tout à l'heure, une autre conception des raisons pour lesquelles les décisions collectives peuvent être bonnes, c'est de les revisiter ou de les revisiter de manière régulière, et ça devient une conception dynamique. Bon, mais je reviendrai sur ce point de manière constructive, mais ça c'est simplement à titre de critique. Bon, une troisième version de l'argument épistémique, c'est ce qui est appelé en général le miracle de l'agrégation. Et ça repose sur, en tout cas, ça fait un grand cas d'une expérience qui a été faite par un statisticien à la fin du XIXe siècle, au début du XXe siècle, sur le jeu consistant à déterminer le poids d'un bœuf mort et dépecé, je crois, je ne sais plus, dans des foires, d'un jeu de foire en Angleterre, j'imagine. Bon, et le résultat est que si on demande à chaque membre d'une foule de 800 personnes, je crois, ce qu'est son estimation du poids de l'animal, et que l'on fait la moyenne des réponses des membres de cette assemblée, on obtient à une livre près le poids du bœuf. Bon, donc, alors, ça c'est un côté un peu exotique, mais là, ce qui est tout de même intéressant, c'est qu'est-ce qui fait marcher la chose. L'analyse montre que ce qui fait marcher la chose, c'est qu'en fait, les erreurs de ceux qui n'ont pas de capacité à déterminer le poids du bœuf sont symétriques et s'annulent réciproquement. Il y a une distribution symétrique des erreurs qui fait qu'au total, ce qui fait la décision, c'est en fait l'estimation des gens les plus compétents dans cette foule. Bon, c'est un mécanisme différent de celui de Condorcet, mais voilà, c'est une autre version. Cela dit, ça me paraît vulnérable à l'argument ou à l'objection de l'indépendance, c'est-à-dire là aussi, il faut que ces différentes opinions soient indépendantes les unes des autres. Les individus doivent se prononcer sans s'influencer réciproquement. Et par ailleurs, la distribution symétrique des erreurs n'est pas, de manière générale, très plausible. Donc, bon, ce n'est pas très, très satisfaisant comme idée, comme mécanisme fondateur de la capacité, rappelons-nous ce dont nous parlons, on ne va pas l'oublier, de la capacité des démocraties à prendre de bonnes décisions. Hein, c'est de ça dont on parle. Alors ça c'est la quatrième version, et je m'arrêterai là, c'est celle que propose Scott Page. Ah oui, alors je reviens à mon handout. Le miracle de l'agrégation est développé dans un livre qui est, à la vérité, pas un livre académique, qui est un livre populaire, comme on dit aux États-Unis, le livre de James Surowiecki, mais qui a eu beaucoup de succès et qui, de toute façon, est toujours cité comme un des mécanismes particuliers expliquant les performances épistémiques des démocraties. Et le dernier cas, c'est celui de Scott Page, et ici, le mécanisme est différent. Il s'agit de la diversité des perspectives cognitives.
C'est-à-dire les perspectives cognitives, c'est que chaque individu a dans la tête une sorte de modèle de la manière dont fonctionne le monde. Le monde, c'est le phénomène qu'on considère. Mais chaque individu a un modèle. Ça n'est pas la même chose que les préférences ou les valeurs ou les choix, mais simplement une idée de la manière dont les choses fonctionnent. Et c'est cette diversité des perspectives cognitives qui fait la valeur épistémique de la de la diversité, en fait. C'est la valeur épistémique de la diversité. Cette diversité est elle-même maximisée, ou en tout cas favorisée, par l'aspect démocratique de la prise de décision. Hein. Donc, bon, ça n'est pas très compliqué. Alors, ici, je pense que ma complainte sera la même que concernant le problème du miracle, enfin le mécanisme du miracle de l'agrégation. Le mécanisme est statique, il n'y a pas, et ça prend une forme plus particulière dans ce cas, il n'y a pas d'innovation, c'est-à-dire il y a des théorèmes. Bon, j'ajouterai quelque chose en mathématiques. Il semble qu'il y ait un étudiant de l'école des hautes études qui fasse un article très prometteur, un mathématicien, qui affirme, je ne me borne à le présenter comme ça, que Scott, Page et Hong se trompent dans leurs mathématiques. Donc, on ne sait pas encore, voilà, je ne veux pas, c'est pas très honnête de ma part de faire ça, donc je le retire. Parce que c'est un papier qui est juste en fabrication. Enfin, non, il est fait, mais il n'a pas encore été lu par des revues. Bon, en tout cas, laissons de côté les mathématiques. Quoi qu'il en soit, l'aspect de statique et le fait qu'il n'y a pas d'innovation dans le mécanisme ici. Toutes les solutions sont données à l'avance et elles sont examinées selon ces différentes perspectives. C'est à cette condition que la diversité des modèles explicatifs du monde produit l'effet épistémique. Et ceci est très ennuyeux. Alors, donc, une fois dites toutes ces choses, je viens à mon dernier point, qui est ce que je voudrais proposer. D'abord, le premier point c'est peut-être une conception alternative des mérites épistémiques de la démocratie. En tout cas, je ne sais pas si c'est une conception au sens où elle n'est pas nécessairement unifiée, c'est plutôt un travail en cours, mais le premier élément est que la capacité épistémique des démocraties, c'est-à-dire la capacité à prendre les bonnes décisions, définies par un critère indépendant, réside non pas dans l'agrégation, mais dans la confrontation des points de vue et des arguments. C'est en un sens une thèse qui n'est pas très coûteuse, parce qu'on est plutôt surpris de l'inverse. On est plutôt surpris que les différents mécanismes que j'ai présentés ne fassent aucune mention de la délibération. Alors que, d'une part, les démocraties organisent cette délibération, elles l'organisent de plusieurs manières, mais c'est un de leurs traits. Elles l'organisent par la liberté de parole, la liberté d'expression, mais aussi par d'autres mécanismes, dont je vais revenir sur certains ensuite, mais comme par exemple le principe de l'opposition, le fait que la minorité politique ne perd pas tout rôle une fois qu'elle a été mise en minorité et doit vivre avec les décisions de la majorité. C'est certainement une des caractéristiques de la manière dont nous concevons les démocraties. Et il y a un phénomène de délibération dont on est surpris que ces différentes conceptions de la capacité épistémique ne tiennent pas compte. Deuxième élément, en fait peut-être un peu plus spécifique, je voudrais vous proposer l'idée suivante, que la capacité épistémique des démocraties tient plus à la correction des erreurs qu'à la découverte de la vérité. C'est-à-dire que évidemment dans les deux cas il s'agit de vertu épistémique, mais ce qui se passe dans la confrontation des arguments en faveur d'une position ou en faveur d'une autre, c'est que sans les croyances des différents agents peuvent être modifiées, et elles le sont
souvent, elles le sont dans un certain nombre de cas, par les arguments avancés. Ceci n'est pas la même chose que la découverte de la bonne solution ou de la bonne croyance, mais il y a là néanmoins un mécanisme épistémique. C'est le mécanisme un des résultats du mécanisme de la confrontation, et on peut dire, à la vérité d'ailleurs, c'est une pensée très simple. Le fait de soumettre des propositions à des objections est une manière d'éliminer les positions fausses, même si toutes les positions ne sont pas susceptibles de cette épreuve. On ne fait pas de supposition là-dessus. Il se peut qu'il y ait des positions qui ne soient pas vulnérables, ou en tout cas sensibles à ce genre de processus. Mais il y en a, certaines sont de cette nature. On fait valoir, on pourrait dire, ah oui, mais ceci serait vrai pour des croyances de fait, ce n'est pas vrai pour des croyances morales. Je ne crois pas que cet argument soit décisif. D'abord, parce que nous argumentons, de fait, nous argumentons sur les principes moraux. Ça n'est pas toujours couronné de succès, mais le fait est que nous avançons des raisons. Et deuxièmement, il y a une raison plus profonde, qui est que, je prends un exemple particulier, songeons à une situation dans laquelle une décision de politique publique doit être prise qui implique un arbitrage entre la sécurité et la liberté. Bon, une question très chargée. On peut penser que les partis pris normatifs des individus des participants sont très forts. Bien. Et supposons aussi que l'on ait une des positions qui soit d'accroître les pouvoirs de la police de manière telle que ça accroisse beaucoup la sécurité et par, je ne sais pas, on pourrait dire des pouvoirs de détention très larges et très discrétionnaires. Si on montre à la personne qui se prononce en faveur de cette très vaste extension des pouvoirs de la police, si on montre la chose suivante, que les coûts de l'accroissement de la sécurité vont être concentrés dans un segment particulier de la population. L'exemple n'est pas si bizarre que cela. Si on montre, et on fait la preuve, quelqu'un d'autre, supposons un autre participant à un débat, qui avance l'argument, et bon, sans doute concédons que l'accroissement marqué des pouvoirs de la police va accroître la sécurité de tout le monde. Mais je vous fais observer que les coûts, c'est parce qu'évidemment l'accroissement des pouvoirs de la police présente des coûts, les coûts vont être concentrés dans un segment particulier de la population, par exemple défini en fonction de son ethnie. Il est difficile d'imaginer que cet argument n'ait pas d'effet ou de poids. Il ne s'agit pas il se peut qu'il n'ait pas de poids, mais néanmoins, il y a quelque chose qui intervient. C'est les croyances morales déjà existantes. L'agent à qui on fait valoir cet argument, ou l'individu à qui on fait valoir cet argument, pense probablement qu'en général, il n'est pas juste de distribuer les coûts d'une décision quelconque de manière inégale, sans que cette distribution inégale résulte des actions de ceux à qui le bien ou le coût est distribué, mais si elle résulte simplement de leur caractère, de leurs caractères innés, de leurs caractères hérités. Bon, ça, au minimum, on a ici une manière d'argumenter qui fait appel à des croyances déjà présentes chez les agents et qui permet d'agir. On ne suppose pas que cela marche ou cela réussit toujours, mais il est difficile d'imaginer que cela ne soit sans poids ou ne réussisse pas dans certains cas. Donc, critique ou réduction des erreurs plutôt que découverte de la vérité par les objections adressées aux croyances sur lesquelles reposent les décisions. Je voudrais aussi observer à cet égard que dans une décision, il faut distinguer, ou on peut distinguer, les croyances et les désirs. Et donc, ceux qui s'avèrent sensibles à l'objection
ou à ce mécanisme d'objection et de critique, ce sont évidemment les croyances. Ces croyances peuvent être soit des croyances techniques et factuelles, et les décisions incorporent des croyances techniques et factuelles. Par exemple, si on pense que la contribution du Royaume-Uni au budget de l'Union européenne est égale au budget du NHS, bon, on est peut-être susceptible de penser qu'on veut ne plus avoir cette contribution. Mais si c'est simplement faux, ce qui était le cas dans ce cas, si c'est simplement faux, ça a des conséquences sur la décision. Donc, le fait que, ce que je souligne ici, c'est que les décisions reposent aussi sur des croyances factuelles. Celles-ci sont assurément sensibles à l'argumentation et à l'objection. Bien entendu, comme l'on disait précédemment, les décisions reposent aussi sur des croyances morales, et je donnais tout à l'heure un exemple dans lequel on ne peut pas admettre, on pourrait faire valoir qu'on n'a pas besoin d'une théorie on n'a pas besoin d'une théorie très compliquée des jugements moraux pour considérer que dans la vie ordinaire, nous argumentons sur les questions morales. Ça, c'est un premier point, c'est simplement un fait. Et par ailleurs, il y a une manière de faire qui en appelle à d'autres croyances morales détenues par les individus. Si on voulait donner une formulation plus pédante, on dirait que ceci va dans le sens d'une vision cohérentiste des croyances morales. Mais un agent sera sensible au fait qu'on mette en conflit une croyance qu'il affirme, comme dans mon cas précédent, de distribution inégale des coûts d'une politique de sécurité, sera sensible au fait qu'on mette en évidence quelque chose qui contrevient à une autre croyance qu'il a sur la manière de distribuer les bénéfices ou les coûts des actions. Et donc, ici, c'est la cohérence du système des croyances ou des intuitions d'ailleurs qui est mobilisée. Bon. Mais on n'a pas besoin de cela pour observer que nous faisons appel à ce genre d'argument. Alors, voilà un deuxième point qui est que le mécanisme fondamental par lequel les démocraties sont susceptibles de prendre de bonnes décisions tient à la critique et à l'élimination ou à la réduction des erreurs dans les croyances fondant les décisions. Et je note aussi que dans cet argument, le fait de réduire les erreurs ne signifie pas les éradiquer ou les éliminer. Un premier examen ou un examen va éliminer certaines erreurs, ce qui n'empêche pas qu'il peut en subsister encore, bien entendu. Donc il y a un côté open-ended ou inachevé de ce processus d'objection. Le deuxième, c'est le troisième trait qui avait des vertus épistémiques. Je dirais ici, il s'agit de la confrontation des mérites et des défauts des décisions. Et là, le caractère institutionnel ou l'institution qui favorise cela, c'est de manière massive le principe général du contradictoire. Le principe du contradictoire appelle, quand bien même les objections ou les critiques ne surgiraient pas d'elles-mêmes, appelle, ou dans certains cas rend obligatoire, la formulation d'arguments pro et contra. Et du coup, ces arguments pro et contra poussent à une appréciation des défauts comme des mérites des décisions, défauts comme mérites qui pourraient passer inaperçus du fait des effets de conformisme dont je parlais tout à l'heure. Si on établit le principe du contradictoire comme une obligation ou comme disons, peut-être pas une obligation dans tous les cas, mais en tout cas quelque chose qui est délibérément favorisé et promu par le système institutionnel, on contrecarre les effets de conformisme, les différents biais propres au collectif. Et dans ce cadre-là,
ce qui est favorisé, c'est la meilleure appréciation des aspects positifs comme des aspects négatifs des décisions. Ça n'est pas extraordinaire de dire cela, mais on ne comprend pas pourquoi on ne le dit pas plus. Ça, c'est un véritable mérite épistémique. Ça explique, si nous faisons ça, nous avons plus de chances de prendre de bonnes décisions, c'est-à-dire d'avoir pris en compte les avantages et les inconvénients de différentes solutions, que si nous n'avions pas fait cela. Ça ne me paraît pas une affirmation très onéreuse de dire cela. Or, les dispositifs institutionnels ou les caractéristiques institutionnelles des démocraties qui favorisent l'aspect contradictoire sont, je pense, de trois natures. Je l'ai mentionné un peu plus tôt, mais j'y reviens ici. Il y a d'abord, bien sûr, la liberté de parole et la liberté de... Bien entendu. C'est le premier mécanisme. Mais ça n'est pas le seul, et peut-être il n'a pas de réponse aux effets du conformisme, de la pression sociale. Bon, c'est pourquoi la liberté de parole, ça n'est pas la liberté d'expression, ça n'est pas le fin mot. Néanmoins, ça assure déjà un certain type de confrontation et d'opposition et donc d'objection adressées les uns aux autres. Le deuxième, c'est la concurrence dans la désignation des gouvernants. La concurrence dans la désignation, la sélection concurrentielle des gouvernants promeut ou favorise les points de vue opposés. Quand bien même on s'opposerait pour des raisons qui ne sont pas uniquement épistémiques, il y a néanmoins un élément que nous reconnaissons comme caractéristique des démocraties qui promeut ou favorise la production de points de vue contradictoires l'un avec l'autre. En tout cas, contradictoires au sens du principe du contradictoire. Pas au sens logique, mais au sens du principe du contradictoire. Bon, c'est un second mécanisme. Un troisième mécanisme, j'en parlais tout à l'heure, mais je veux y revenir, c'est le principe de l'opposition loyale. C'est une des caractéristiques des démocraties que lorsque une décision a été prise, supposons qu'il s'agisse d'une... Ça n'est pas... ça vaudrait surtout pour la sélection des gouvernants. Parce qu'en général, dans le cas des référendums, ce que je vais dire ne tient pas. Les référendums sont aussi des mécanismes contradictoires. C'est-à-dire on ne se borne pas à demander aux gens qu'est-ce qu'il faudrait faire concernant l'Union européenne. On dit voulez-vous rester ou sortir ? Ce qui favorise, ça n'est pas un exemple justement, mais ça c'est les mérites de la notion de procéduralisme épistémique. La procédure a en général des effets bénéfiques, des effets épistémiques bénéfiques. Ça ne veut pas dire que dans tous les cas, la procédure produise le résultat correct, au sens de le bon résultat comme on le disait tout à l'heure. Quoi qu'il en soit, dans la sélection des gouvernants, non pas dans les référendums, dans la sélection des gouvernants, ceux qui n'ont pas été sélectionnés constituent l'opposition. Et le rôle de l'opposition est précisément de critiquer les propositions et les décisions du personnel gouvernant sélectionné. Il y a là aussi un élément qui favorise la production d'arguments opposés ou d'arguments contradictoires. Enfin, je vais m'arrêter ensuite, mais le dernier mécanisme sur lequel je pense que j'ai un peu mentionné, mais je veux ici le reprendre de manière constructive et non pas critique. Le dernier mécanisme est celui de la révisabilité. La révisabilité, les démocraties acceptent, pour le dire de manière simple, que ce qu'une majorité a fait, une autre puisse le défaire. Ça paraît aller de soi, et pourtant, il n'y a rien d'évident à cela. Premièrement, il n'est pas évident que les élections ou les décisions collectives soient soumises à révision de manière non pas seulement périodique, mais régulière et fixée. Pour indiquer en quoi c'est un trait des démocraties, c'est un trait que nous considérons comme allant de soi, mais c'est un trait qui ne va pas de soi, on pourrait aussi avoir une situation dans laquelle on convoque les parlements quand il y en a besoin, ou quand on le juge nécessaire ou opportun. Non, les démocraties ne font pas cela. Non seulement la décision ou les décisions
sont régulièrement revisitées, mais elles sont revisitées à un intervalle qu'il n'est pas au pouvoir des dirigeants de modifier discrétionnairement. Et ceci, donc, ce sont deux dispositions très fortes sur la révisabilité des décisions. Et il me paraît, là aussi, pas très onéreux d'affirmer que la révisabilité a des vertus épistémiques. Qu'est-ce que cela permet? Cela permet en particulier l'estimation rétrospective des effets des décisions. On a pris une décision, elle sera revisitée à un intervalle fixé et indépendant de ceux qui gouvernent, eh bien, cela permettra d'avoir un point, sinon le point de vue de l'éternité, du moins un point de vue sur les décisions qui a considéré ces effets. C'est donc, voilà, bon, je vous propose simplement cette réflexion, ça me paraît... Alors, je faisais référence tout à l'heure à Elisabeth Anderson. Elisabeth Anderson va un peu dans cette direction, mais je n'ai pas trouvé. Elle insiste sur le caractère dynamique, mais elle ne le distingue pas d'autres éléments. Pour ma part, je le mettrai en exergue. Bon, et donc, je vais conclure sur ce point. Donc voilà des mécanismes alternatifs qui rendent compte de la capacité en général, pas toujours, mais en général, des démocraties à prendre des décisions conformes à un critère de bonté ou à une qualité fondée sur des critères indépendants. Voilà. Merci beaucoup. Bon. J'ai un peu perdu. Non, c'est parfait, c'est parfait. Bon, merci beaucoup. Il y a énormément de questions à poser. La question, évidemment, que le philosophe de la connaissance est tenté de poser, mais qui va sûrement vous paraître un petit peu incongrue, c'est celle, évidemment, qui tient au fait que, mais vous l'avez vous-même fait remarquer, peut-être que le terme même de vertu épistémique ou de conception épistémique de la démocratie est peut-être, disiez-vous au départ, exagéré. Je ne crois pas qu'il soit exagéré. Tous les éléments que vous avez mis en évidence sont assurément de type épistémique, au sens où, au moins minimalement, ils portent sur une sorte d'une part, de capacité et des agents eux-mêmes et des résultats produits par ces agents, à savoir les décisions, à véhiculer quelque chose comme une connaissance, c'est-à-dire à améliorer d'une certaine manière ce que nous pouvons dire de l'état des choses en politique. Et à partir de là, évidemment, à nous aider dans la manière dont nos actions vont pouvoir être rationnellement, autant que faire se peut, orientées. Je pense que ce n'est pas un hasard si Condorcet, qui est un des grands de la philosophie des Lumières, a pensé à un moment donné à avoir son mot à dire dans cette question. Mais une fois qu'on a dit ça, si vous voulez, c'est vrai que le philosophe de la connaissance est toujours un petit peu, reste toujours un petit peu sur sa faim quand il voit apparaître chez les théoriciens contemporains de la démocratie ce fameux terme d'épistémique, parce que quand il a fait ses classes, il apprend que il y a beaucoup de problèmes qui justement vont de pair avec cette notion d'épistémique. Et l'un des problèmes que se posent les philosophes de la connaissance aujourd'hui, c'est notamment la question de savoir si, lorsque nous essayons d'évaluer vous voyez, quelque chose qui relève en effet de la connaissance ou de nos croyances, lorsque nous essayons de voir si elles sont vraies, si elles sont justifiées, est-ce que nous devons essentiellement nous pencher sur le contenu qui est véhiculé ainsi,
ou bien est-ce que et à partir de là, évidemment, ça engage une attention particulière à certains aspects, ou bien est-ce que nous devons, peut-être pas privilégier, mais au moins être plus attentifs que certaines théories de la connaissance n'ont pu l'être par le passé, notamment, être attentifs justement à ce qu'on appelle dans l'épistémologie des vertus, les vertus proprement épistémiques des agents de connaissance. Lorsque, en épistémologie, on emploie le concept de vertu épistémique, en règle générale, justement, on s'adresse, si vous voulez, aux performances des agents de connaissance, plus que au contenu proprement épistémique des croyances. Vous voyez ? Et je voulais justement, c'est peut-être la question que je voulais vous poser. Il me semble que la perspective que vous abordez, au fond, elle essaie de tenir compte de ces deux aspects à la fois. J'ai été très sensible au fait que vous insistiez sur la nécessité d'une forme d'indépendance, vous voyez, du contenu des décisions prises par rapport aux agents qui les ont prises. Ce qui revient à dire que votre conception est, en un sens, votre conception épistémique, si je la suis bien, est d'abord foncièrement classique, c'est-à-dire que vous attachez à essayer de déterminer, au fond, en quoi une décision est bonne, comment on évalue la qualité objectivement de la décision. Mais dans le même temps, en tout cas, bon, je sais que vous en avez parlé dans d'autres travaux, mais aujourd'hui, vous n'avez pas tellement dit finalement en quoi pouvait consister une bonne décision, relativement justement au contenu proprement épistémique de la décision. Vous voyez ? C'est-à-dire, quels sont les facteurs qui vous paraissent être extrêmement importants pour évaluer ce qu'est une bonne décision, c'est-à-dire indépendamment du rôle que prennent les agents, si vous voulez, pour décider de la chose. Et il me semble que donc là, les questions évidemment qu'un épistémologue serait amené à vous dire, c'est est-ce que vous considérez justement que ce sur quoi vous devez mettre l'accent, c'est sur la question de savoir si on dispose de suffisamment de preuves empiriques, dans une perspective évidentialiste, si vous voulez, pour prendre la bonne décision. Dans une perspective cliffordienne, est-ce qu'on a justement pris en compte toutes les données et est-ce qu'il n'y a pas un certain nombre de difficultés propres à la collecte simplement des données qui interviennent de façon très cruciale dans l'évaluation même, si vous voulez, du résultat qu'est cette décision. Bon, c'est une question parmi d'autres. Bon, ça, c'est une série de questions, si vous voulez, qui permettent quand même d'intervenir, me semble-t-il, dans la manière dont on va évaluer la qualité de la décision. Bon. Mais il y a donc, si on se place maintenant davantage du côté des agents, de ceux qui prennent la décision, je suis bien d'accord avec vous pour dire qu'on doit essayer de respecter aussi de ce côté-là, comme vous l'avez dit fort justement, certaines règles d'indépendance. Bon. C'est-à-dire, là, vous retrouveriez en effet beaucoup plus les épistémologues des vertus épistémiques, c'est-à-dire ceux qui insistent sur les qualités que doivent avoir l'agent qui prend la décision en termes d'impartialité, d'honnêteté, de précisément de souci de ne pas omettre certaines données, vous voyez, toutes sortes de qualités qui relèvent d'ailleurs beaucoup plus, selon Aristote, de vertus intellectuelles que de vertus morales. Bon, alors, et ceci m'amène, si vous voulez, à une autre question que je souhaiterais vous poser. Il me semble que dans la manière, du moins, dont vous avez présenté aujourd'hui ce qui vous paraît important dans ce qui constituerait les éléments d'une évaluation correcte de ce que c'est qu'une bonne décision, vous n'avez pas seulement fait intervenir les vertus épistémiques de l'agent, mais aussi certaines vertus morales. À plusieurs phases de votre analyse, vous avez dit « Ah, mais doivent aussi intervenir des vertus morales ».
Mais évidemment, la question qu'on peut être amené à se poser est celle de savoir jusqu'à quel point ces vertus morales, dans votre esprit, doivent intervenir pour évaluer la décision. Est-ce que vous considérez justement qu'il y a plus que quelque chose comme des vertus épistémiques, intellectuelles qui sont engagées, mais que véritablement l'agent de connaissance doit intervenir dans le processus de délibération? Et donc, au fond, d'une certaine manière, ce que pourraient vous reprocher certaines approches, me semble-t-il, épistémiques de la démocratie, une certaine conception, par exemple, du bien qu'il pourrait avoir, de la vie bonne, comme pourrait dire un Deweyien, vous voyez, qu'il pourrait faire intervenir dans l'évaluation de la bonne décision qui a été prise. Est-ce que la décision est bonne, autrement dit, parce que, elle a permis, au fond, d'être impeccable dans la collecte des résultats, des données qu'on a fait intervenir pour que le contenu soit le plus proche possible de la vérité. 2, est-ce que la décision est bonne parce qu'elle a permis véritablement aux agents de connaissance qui sont parvenus à la décision de manifester toutes leurs vertus intellectuelles, bon, par exemple, leur phronésis, vous voyez, auquel cas, en effet, peut-être qu'il y a lieu de distinguer ceux qui sont capables de phronésis et puis ceux qui le sont moins. Et où est-ce que vous considérez qu'il faut même faire intervenir quelque chose comme des vertus morales dans la décision? Voilà quelques questions, vous voyez, que je voulais poser pour lancer la discussion. Tout à fait. Bon, c'est très... oui. La notion de vertu est très importante ici. Je lève des questions. Je n'ai entendu vertu je n'ai entendu par vertu que la disposition à produire un certain type de résultat, mais pas la disposition des agents particuliers, en l'espèce la disposition des procédures. Donc, j'ai employé le terme de vertu pour cette raison, justement pour distinguer les propriétés pertinentes des procédures de ce qui peut se passer dans chaque décision particulière. Donc, c'est parler de la vertu épistémique. Voilà, c'est en cela que je reprenais le concept de vertu et en l'appliquant aux institutions, non pas aux individus. Deuxièmement, alors est-ce que... Mais voilà, je ne suis pas rétif à l'idée je ne suis pas rétif, mais en même temps, j'ai toujours une sorte d'hésitation par rapport aux vertus individuelles, parce que les moyens d'action que nous avons sur ces choses sont... Bon, ils appartiennent à quelques... On peut faire des raisonnements, mais les moyens d'action sont relativement limités. Les institutions et les procédures, nous avons, me semble-t-il, une plus grande liberté d'action et de règlement. Et nous pouvons choisir des procédures démocratiques, nous pouvons choisir d'autres. Et surtout, nous pouvons choisir, c'est pourquoi ça m'intéressait, les mécanismes particuliers que nous choisissons de promouvoir. Mais bon, je parlais de la révisabilité, je parlais de la procédure contradictoire, je parlais de la critique. Ce sont des choses sur lesquelles nous avons assez facilement la main, si j'ose dire. Sur les dispositions des individus à se conduire d'une manière ou d'une autre, je ne dis pas que nous n'ayons pas de moyens, mais bon, vous voyez, c'est une question de... J'aime beaucoup cette réflexion, je n'y avais pas pensé, mais voilà. En tout cas, c'est là la raison, ce n'est pas une défense, mais peut-être la justification de ce parti pris. Alors, vous disiez, d'autre part, alors, qu'est-ce qu'une bonne décision? Ce que je trouve, il y a vraiment un aspect un peu... Il y a un aspect paradoxal là-dedans. Je vois bien ce qu'il y a de contre-intuitif dans l'idée que les démocraties ont une capacité épistémique. Je suis sensible. Mais je suis sensible en même temps à l'argument central, c'est que nous faisons de temps en temps des jugements sur ce qu'est une bonne et ce qu'est une mauvaise politique. Ça n'est pas...
Et il me paraîtrait très coûteux du point de vue théorique, philosophique, de renoncer à cette discussion de la qualité intrinsèque des décisions. Même si, et c'est ça même si ceux qui la prennent ne sont pas d'accord là-dessus. C'est ça la beauté, en tout cas, ce que je trouve personnellement attractif, c'est qu'il y a une indépendance de ce critère. D'ailleurs, on pourrait ajouter qu'en matière de motivation, les agents qui prennent la décision, même s'ils sont en désaccord sur ce qui constitue la bonne décision, cherchent à prendre la bonne décision. Leur intention est... Ils peuvent n'être pas... Souvent, ils ne sont pas d'accord sur la décision en question, mais l'intention, la visée de la décision est de prendre la décision bonne, c'est-à-dire celle qui, rétrospectivement, du point de vue des observateurs extérieurs, sera jugée de bonne qualité, même si ceux qui la prenaient n'étaient pas d'accord là-dessus. Et je trouve que cela... oui, c'est ça que je trouve convaincant. Je ne vais pas répéter, mais c'est pour exprimer ma conviction, c'est paradoxal, et néanmoins, je pense que ce serait très coûteux de nier qu'il y ait quelque chose de cette nature et qu'on ne puisse pas évaluer les décisions politiques. Merci. Bon, mais je vais un petit peu la discussion. poursuivons là.